première table ronde en français de la journée avec la chaire Bali. Donc pour introduire cette table ronde, après 5 années de collaboration, les membres de la chaire Bali travaillent à standardiser les nouveaux modèles durables de la filière textile européenne et ouvrent leur méthodologie aux acteurs de l'industrie prêts à expérimenter la mode circulaire. Nous avons Valentina Jacquier-Nardi de l'Estia qui va animer cette table ronde. If you don't speak French, you have headsets that you can ask, and you will hear our speakers in English. Pour les autres, je vais laisser donc maintenant la parole peut-être à Valentina qui va donc animer cette table ronde, et je vous remercie chaleureusement pour cette collaboration avec le salon Text Forward Evolution. Merci d'avoir bien voulu nous retranscrire vos travaux ici, qui ont une très grande valeur pour l'industrie. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là avec nous cet après-midi pour échanger avec nous autour des travaux de la chaire Bali. Welcome to everyone. Thank you for being here with us today. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Amanda Bernard de Petit Bateau, Chloé Salmon-Léganière, directrice du CETIA et responsable de la chaire Bali, Gauthier Vedec, responsable de recherche et développement chaussures du groupe ERAM, Vicente Demarque, ingénieur d'études à l'Estia, et Panchika Hospital, doctorante chez Bellara. Voilà. Vous l'avez vu dans l'intitulé de notre présentation, les mots-clés de cet après-midi pour nous aujourd'hui, c'est la circularité. Et pourquoi on va parler de circularité? C'est vrai que pour ceux qui suivent les changements dans l'industrie de la mode et du textile, c'est un secteur en pleine mutation, et c'est pour plusieurs raisons. Côté consommateur, on fait face à un consommateur qui est de plus en plus exigeant, qui ne se contente pas juste d'aller en boutique, prendre son produit et rentrer à la maison. Il veut savoir, pour faire un choix éclairé, comment ça a été produit, par qui, dans quelles conditions, quelles sont les matières qui composent ces produits, comment on peut les réparer, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on n'a plus besoin de ces produits. Et pour cela, les industriels, ils doivent apporter des réponses. Et côté industriel, donc, les challenges, c'est un grand challenge, puisqu'il faut faire face aussi à des enjeux économiques, sociétaux. Il faut répondre aussi en termes de respect de l'environnement. Et c'est pour cela qu'à la chaire Bali, on s'intéresse à ces thématiques depuis bientôt 5 ans et demi, presque 6 ans, et qu'on travaille ensemble, on agit ensemble pour une mode plus responsable, plus durable, transparente et agile. Et aujourd'hui, on va vous présenter ce qu'on a fait au sein de la chaire Bali. Elle est portée par l'Estia depuis 2017. L'Estia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école d'ingénieurs généralistes. On est basé au Pays Basque. On s'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies. On fait de la recherche appliquée. Et on travaille beaucoup sur les thématiques de l'industrie 4.0. Et on porte ces chaires en se disant que la technologie et les innovations ont quelques éléments de réponse pour respecter les choix des consommateurs et aussi accompagner les industriels dans cette nouvelle industrie plus responsable et plus durable. Mais pour ça, je vous laisse écouter Chloé Salmon-Léganière, qui est responsable de l'achat et qui porte ces projets depuis bientôt 6 ans. Merci Valentina, merci pour cette très bonne introduction de la chaire. Effectivement, ça fait 6 ans que je travaille avec l'ensemble des personnes ici à essayer d'accompagner l'industrie de la mode et du textile dans ces enjeux importants qui sont les enjeux sociétaux, environnementaux et économiques. Et donc je le fais au cœur de l'Estia, donc l'école d'ingénieurs qu'a présenté Valentina. Et on l'a décidé de le faire avec les membres de la chaire dans un dispositif donc, de chaire. Alors je reprécise juste qu'est-ce que c'est qu'une chaire. Une chaire, c'est un programme d'enseignement et de recherche qui est financé par des industriels. Là, en l'occurrence, donc de la mode et du textile. On a dans cette chaire 6 membres fondateurs, donc le groupe ERAM avec Gauthier qui est avec nous aujourd'hui. On a Petit Bateau avec Amanda, Bellara avec Panchika. On a également Decathlon qui n'est pas présent aujourd'hui, mais pourtant c'était un fidèle de nos tables rondes. Ils sont en congé, l'équipe Decathlon. On a le CETI, le Centre européen des textiles innovants, l'école de mode S-Mode avec Caroline qui est venue, voilà, qui nous a accompagnés
est aujourd'hui, et l'entreprise Rediff, qui s'appelait avant Patatam. Donc on est sur 6 acteurs qui ont décidé de s'associer à l'école d'ingénieurs pour trouver les innovations technologiques qui allaient accompagner la mode dans sa transition sociétale, environnementale et économique, et avec ce pilier qui est la circularité, qui est effectivement l'élément de bascule qui va faire qu'on va être dans une mode beaucoup plus durable. Là, on a travaillé depuis 6 ans maintenant. On a exploré au début, on a regardé quelles étaient les thématiques qu'on pouvait travailler. On a fait des POC et des démonstrations depuis quelques années maintenant, donc avec plusieurs personnes ici présentes. Je tiens à préciser ce qui est extrêmement important, et je crois que le premier sujet qu'on va aborder, c'est vraiment quelles sont les actions qu'on a menées concrètement dans la chaire. Aujourd'hui, la circularité, c'est partout, et heureusement, un sujet, tous les acteurs de l'industrie sont à vouloir faire la circularité de la mode durable, et heureusement. On a dépassé, nous, la chaire, ce côté réflexion, puisqu'on s'y intéresse depuis déjà 2017. On a vraiment des actions concrètes. Mais là, je vais laisser les personnes en parler. Moi, je veux juste vous préciser que comment on a travaillé avec des groupes de travail. Donc, chaque entreprise a piloté une thématique, un sujet, donc soit sur la circularité, soit sur la transparence, soit sur l'agilité. Donc, chacune a porté un groupe de travail où elle a invité plus largement un écosystème à venir. Donc, au-delà des 6 marques que j'ai citées, des 6 entreprises, on a retrouvé actifs dans la chaire des groupes comme Kiabi, on a retrouvé Lacoste, on a Promode, on a donc d'autres acteurs qui sont venus travailler avec nous sur les sujets. Là, des groupes de travail, des entreprises ont porté des thèses, donc 2 doctorantes qui sont présents aujourd'hui. Donc une thèse, ça mobilise pendant 3 ans un doctorant qui travaille dans l'entreprise sur de la recherche très appliquée. Mais ça, vous allez nous en parler. Et on a surtout eu un très gros livrable l'année dernière, qui a été la création d'une nouvelle société, une société qui s'appelle le CETIA, qui est un centre technologique qui est dédié à la recyclabilité des articles textiles et cuir. Donc au CETIA, la société a été créée pour mettre au point des solutions automatisées et intelligentes pour préparer les matières au recyclage. On cherche à démanteler les vêtements, à démanteler les chaussures de manière le plus automatisée possible pour pouvoir recycler les différents matériaux. C'était le maillon faible identifié par les membres de la chaire sur la circularité. Il y a les technologies de recyclage des matières, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais toutes les opérations de démantèlement, de délissage des vêtements étaient manuelles. Ça ne permettait pas d'avoir une filière compétitive sur ces sujets-là. Donc les membres de la chaire se sont mobilisés pour créer une nouvelle société qui a été créée par l'école d'ingénieurs Estia et par le CETI, et qui depuis, alors officiellement 14 mois maintenant, mais a déjà démarré ses activités un peu au préalable, qui depuis 2 ans a des programmes d'innovation qui nous permettent d'avoir des solutions industrielles, parce que c'est bien le sujet qu'on aborde aujourd'hui, des solutions industrielles pour aller recycler les vêtements, et donc pour pouvoir accélérer la circularité de la mode et du textile. Et il y a plein d'autres actions concrètes, mais là je laisse la main à tous ceux qui ont fait avec nous depuis 6 ans. Merci Chloé. Donc, vous l'avez bien compris, Chloé nous a bien parlé du recyclage, mais à la chaire Bali, les recyclages, c'est en fait l'un des sujets qu'on a traités, mais on part aussi du principe que la circularité doit être présente dès la conception du produit. Plus notre produit est traité en amont d'un point de vue de l'éco-conception, plus facile sera alors au moment arrivé de recycler. Si notre produit a été éco-conçu, plus facile ce sera de la recycler une fois qu'il sera en fin de vie. Chloé nous a bien évoqué les actions concrètes de la chaire Bali, et l'une des actions les plus importantes qu'on a développées, c'est la méthode en linéaire. Donc on a la chance d'avoir les développeurs de cette méthode. Donc Vicente, si tu veux nous partager ton expérience. Oui, merci Valentina. Donc tout d'abord, un linéaire, c'est une méthode qui s'appuie sur les travaux de la chaire Bali et aussi sur les travaux du CETIA, et donc notamment lié à la fin de vie des produits. Donc en fait, on est parti d'expérimentations qu'on a faites d'un premier temps sur le recyclage des chaussures. Donc voilà, démonter, isoler chaque composant, essayer de trouver des débouchés à chacune des matières présentes dans les chaussures. Et en fait, lors de ce processus itératif, on s'est rendu compte que les chaussures telles qu'elles étaient conçues à l'heure actuelle, il n'y avait pas de viabilité à les recycler, et qu'il fallait forcément les reconcevoir si on voulait pouvoir les recycler à 100%. Et donc c'est de là qu'il y a eu des premiers travaux qui ont été menés sur une façon de représenter les produits de sorte à ce qu'ils soient plus compréhensibles et qu'on puisse les aborder de façon plus simple pour pouvoir les concevoir pour le recyclage.
Et donc vraiment, c'est ça le but avec cette méthode linéaire qu'on a créée, c'est d'avoir une décomposition composant par composant afin d'évaluer la recyclabilité de chaque composant et ensuite passer à la dimension produit et évaluer donc la recyclabilité du produit. Et donc c'est vraiment ça qu'on essaie de promouvoir. On a expérimenté cette méthode pas uniquement sur des chaussures, on l'a fait aussi sur du textile, on l'a fait sur des sacs, on l'a expérimenté avec des entreprises. On a fait plusieurs entreprises du domaine du sport, du domaine des vêtements de ville, chaussures de ville. Et voilà, c'est vraiment la puissance de Linear, c'est de faire collaborer les gens dans les entreprises, de faire communiquer aussi bien des personnes techniques que des personnes responsables des achats ou de la communication, et de permettre cette collaboration pour imaginer des produits qui sont plus facilement recyclables et d'évaluer ça. Et justement, en parlant de recyclabilité, justement, ce qui va donner encore plus de pouvoir à cette méthode, c'est de développer des indicateurs en lien avec la recyclabilité, la durabilité, la réparabilité. Et ça, c'est notamment ce que fait Gauthier dans le cadre de son groupe de travail à la chaire. Mais bon, je vais te laisser en dire un peu plus, Gauthier. Oui, merci. Donc moi je suis Gauthier, j'accompagne le groupe ERAM depuis un petit peu plus de 4 ans sur tout ce qui va être stratégie d'innovation et de mutation de nos produits vers des enjeux de circularité. Je suis rattaché au pôle industriel du groupe et effectivement la problématique soulevée par Bichente, nous il faut qu'on l'intègre dans nos processus métiers pour travailler parce qu'on ne changera pas le modèle d'un jour à l'autre, donc en fait il faut qu'on s'adapte et de manière progressive. Donc on a travaillé sur des indicateurs, bon, sans forcément dévoiler tous les indicateurs, l'objectif c'est de travailler sur les différentes phases de cycle de vie du produit. Alors ça va de la matière en passant par les process de fabrication, la durabilité, la réparabilité, la recyclabilité bien évidemment, et d'avoir une notion un petit peu globale de tous ces enjeux. Donc notre objectif au travers du groupe de travail, c'était bien évidemment déjà de travailler sur tout ce qui était ouverture avec les autres metteurs en marché ou d'autres acteurs pour pouvoir s'ouvrir aussi et sortir de cette zone de confort et pouvoir itérer ces démarches-là. Alors depuis, on a commencé à travailler sur des indicateurs qui nous permettent de nous aiguiller, puisque on a un objectif au sein du groupe qui est le projet d'entreprise Change for Good, qui est de baisser notre empreinte environnementale. L'un des leviers, forcément, c'est l'éco-conception. Et cette éco-conception, c'est jamais évident de savoir par quel bout la prendre. Nous, on a opéré par un bilan carbone qui nous a permis de faire une photographie, de voir que le bilan en termes de matière, il fallait absolument qu'on agisse sur ce sujet-là. Donc ça a été la première action, et j'ai envie de dire une des actions les plus évidentes pour les équipes de pouvoir opérer, puisqu'ils sont à la manœuvre aussi en termes de choix matière. Donc c'était vraiment une première démarche. Bien évidemment, l'objectif c'est de travailler bien au-delà, et les méthodes comme Linear nous mettent un petit peu la tête à l'envers aussi sur ces sujets-là, de reconcevoir un produit complètement différemment et de pouvoir changer nos business models. Je parle de réparabilité. Typiquement, aujourd'hui, on parle de lien de proximité. On a lancé plusieurs expérimentations, telles que la réparabilité industrielle, de travailler sur le reconditionnement. L'objectif premier pour nous, c'est de travailler entre les rapprochements des bassins de consommation et des bassins de production, et de profiter, de capitaliser sur les savoir-faire qu'on peut avoir au niveau industriel pour justement travailler une nouvelle approche économique. Et les indicateurs de réparabilité vont nous aiguiller aussi pour concevoir des produits qui soient en lien avec ces démarches économiques. Et bien entendu, la recyclabilité fait partie de ces enjeux. Merci Gauthier. Donc on a pu voir quand même que l'éco-conception, c'est l'un des piliers d'une industrie textile plus circulaire. Mais il y a aussi d'autres possibilités qui sont complémentaires. On a l'exemple du groupe Petit Bateau, qui ses travaux sont concentrés sur tout ce qui est une production plus agile, une production à la demande, c'est-à-dire produire ce qu'on est en mesure de vendre et ne pas se retrouver avec des stocks qu'on n'a pas pu vendre et on ne sait pas quoi faire avec. Il y a aussi l'enjeu de la relocalisation. On a beaucoup entendu parler, notamment après la crise et pendant la crise du Covid, mais la relocalisation, c'est un principe très intéressant à explorer, mais il faut prendre en compte la notion économique et les prix de la relocalisation. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'école d'ingénieurs et à travers la recherche appliquée, on peut apporter quelques éléments de réponse à travers les technologies, l'innovation et l'industrie 4.0. Mais je laisse Amanda nous expliquer un peu plus. Oui, merci pour l'introduction, Valentina. Moi, je suis Amanda, donc je suis doctorante chez Petit Bateau. Je suis responsable en fait pour la partie de mise en place de l'industrie 4.0.
Donc, pour venir aider Petit Bateau à produire au plus juste, au plus proche de la demande. Et comme Valentina a dit, ne pas avoir un surstock qu'on ne va pas consommer, qu'on ne va pas vendre. Donc, aujourd'hui, on peut apporter des solutions à ces types de problématiques avec des technologies numériques, avec les 4.0. On peut mettre en place des systèmes de collecte de données, par exemple, pour créer une traçabilité. C'est ça, un de mes projets phares chez Petit Bateau, en fait, c'est créer un réseau de données qui soit utilisable et exploitable, qu'on sache quoi faire avec cette donnée après, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu de l'industrie 4.0, c'est pas qui est de collecter la donnée, c'est de l'analyser. Et donc, nous, chez Petit Bateau, on est une entreprise dite intégrée. On a toute la chaîne de production chez nous. Depuis l'arrivée du fil, on fait les tricotages, on a les contrôles de qualité à chaque étape. Après, on fait la teinture, la coupe, la confection. Donc, notre produit, notre matière première, en fait, c'est les fils. Et on sort les produits à la maison du client. Donc, mon projet principal, c'est de relier toute cette chaîne et découvrir les points d'étranglement, ce qui nous fait réduire la vitesse de fabrication. Et cela peut nous aider en fait à relocaliser une production à partir en utilisant en fait des technologies qu'on n'utilisait pas avant. On sait que la délocalisation de la production textile elle a fortement impacté l'industrie à cause du grand coût de la main-d'œuvre en France. Et aujourd'hui, pour relocaliser cette production, on a besoin de réduire ses coûts. Alors, on ne veut pas supprimer des emplois, ce n'est pas ça les buts de technologie 4.0. Et aujourd'hui, on peut même dire 5.0 qui met l'humain et l'environnement au centre de l'industrie. En fait, ce qu'on veut faire, c'est augmenter la production pour pouvoir relocaliser. Et tout ce qu'on fait ailleurs, on peut faire ici à l'aide de ces machines automatisées qu'on peut mettre en place pour aider les opératrices à faire ces travaux en fait, qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, on peut mettre des machines à faire des choses qui n'ont pas besoin de savoir-faire. Et comme ça, on peut fabriquer en France à nouveau et avec une qualité qu'on peut contrôler avec, en générant des résidus qu'on peut traiter et sans avoir un coût de transport qui est élevé. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut aider avec les technologies 4.0. Merci Amanda. Donc on a bien vu, pour une mode plus responsable, il y a la production locale, il y a l'éco-conception, il y a aussi la transparence. Et l'un des mots-clés qu'Amanda a utilisé, c'est la traçabilité. Et c'est l'un des apports de la société Bellara à la chaire Bali, à travers la thèse de Panchika, qui va bientôt se finir. Voilà. Est-ce que Panchika, maintenant tu es à la fin de ta thèse, est-ce que tu peux nous partager tes travaux sur le passeport numérique ? Oui, donc alors je travaille sur une thèse sur la traçabilité et la transparence, qui sont vraiment deux termes liés. Et chez Bellara Numérique, on est éditeur d'une solution qui est un portail fournisseur qui s'appelle ISCM, qui permet aux marques de piloter leurs approvisionnements en communiquant avec tous leurs fournisseurs, pouvoir bien savoir en temps en heure où en sont les commandes, avec tous les jalons de production et tous les justificatifs de fabrication pour être sûr que les produits sont fabriqués dans les bonnes conditions. Donc, pour ma thèse, on travaille sur un module spécifique qui inclut la traçabilité pour la création d'un passeport produit numérique. Ce passeport produit numérique, c'est un outil de transparence pour pouvoir donner aux clients, dans un premier temps, des informations précises sur les conditions de fabrication de son produit, sur l'impact environnemental de son produit qui va être calculé aussi dans le système, sur toutes les informations qui concernent la supply chain du produit et l'origine de la matière, par exemple.
Mais ce passeport produit numérique, il a aussi d'autres vertus. Il permet aux entreprises d'avoir davantage d'informations pour mieux piloter leur RSE, connaître les conditions des entreprises, leurs normes, comment elles travaillent, mais aussi donc d'informer le client, d'informer aussi les autorités qui vont avoir un droit de regard sur les normes environnementales, par exemple sur l'utilisation de produits chimiques, donc qui peuvent être enregistrés dans ce passeport produit numérique, qui va être relié à un produit au niveau le plus fin, au niveau du lot de fabrication. Donc on peut vraiment avoir des informations précises. C'est pas sur une référence générale, c'est vraiment sur un lot de fabrication fabriqué tel jour avec tel lot de matière. Et ce passeport numérique, pour finir, c'est un outil pour la circularité parce qu'il permet non seulement d'informer, mais aussi d'avoir des informations dynamiques qui vont pouvoir permettre d'avoir de nouveaux usages. Donc le consommateur, quand il va acheter son produit, il aura des informations pour faire un achat éclairé, mais aussi pour mieux utiliser son produit, mieux l'entretenir, le réparer, mieux le vendre, mieux l'utiliser tout au long de sa vie. Et aussi, ce passeport produit va permettre d'introduire des nouveaux modèles économiques, comme de la location, par exemple. On pourra savoir que tel produit a été utilisé tant de fois, dans telles conditions. On va pouvoir aussi avoir des retours pour les équipes de conception dans les marques qui vont savoir, voilà, ce produit-là, il a tendance à se casser de telle manière. Donc, pour la conception, il va falloir qu'on améliore telle ou telle partie. Et donc, ce passeport devient vraiment un outil pour la circularité, pour favoriser ces nouveaux usages et améliorer les produits. Merci Panchika. Bon, vous l'aurez vu, la Chaire Bali, c'est un espace d'échange, c'est un espace de dialogue, c'est une passerelle entre l'industrie et la formation, la recherche, puisque nous, école d'ingénieurs, on doit être en dialogue en permanence avec l'industrie pour répondre aux besoins de nos étudiants, aux besoins des industriels, et les marques aussi ont besoin du recul apporté et des démarches scientifiques apportées par une école d'ingénieurs. Donc c'est vraiment un espace de dialogue où on peut travailler avec les marques, entre les marques, où chacun apporte son idée et on échange pour trouver une solution collective. Et je vais vous partager maintenant les points de vue de leaders des groupes de travail qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc Bellara, qui est leader un groupe de travail sur la traçabilité, et les groupes ERAM, qui est leader un groupe de travail sur l'éco-conception. Oui, juste pour rebondir par rapport à ce que Panchika vient de dire, j'adhère pour une raison qui est celle de notre activité et la soutenabilité de notre activité. C'est vrai qu'on doit démontrer que l'on est sur des modèles soutenables, ce qui n'est pas forcément chose évidente. Et c'est par la compréhension aussi de tous ces phénomènes d'usage et de circularité que l'on y arrivera. Parce que forcément, mettre un produit en marché, c'est un coût. Mais aussi derrière, l'utiliser de la bonne façon, il faut s'en assurer. Et c'est là tout l'intérêt de la mise en place de ces groupes de travail. En tout cas, sur le sujet de la circularité et de l'éco-conception, c'est l'un de nos intérêts, c'est de pouvoir être conscient des produits que l'on met en marché sur leur potentiel en termes de durabilité, de réparation ou de recyclage. Alors je parle en plus d'une contrainte encore plus grande. Alors a priori, c'est la chaussure. La chaussure, c'est une somme de composants, c'est une somme de matières différentes qui sont autant de complexité en termes de réparation ou en termes de recyclabilité. Donc c'est vraiment pas évident. Après, ce sujet-là, on l'a attaqué, on l'a embrassé vraiment sur les sujets textiles et les sujets chaussures, notamment sur les indicateurs, pour pas se brider et puis pour être ouvert aussi à d'autres formes d'organisation, d'autres formes de processus aussi de conception de produits. Donc c'est ça aussi que ça nous a apporté, ce groupe de travail. C'est vraiment cette ouverture et ces itérations d'indicateurs, puisqu'en fait, entre la première version et la dernière version, forcément, il y a eu du chemin de parcouru. Et c'est tout ça qu'on cherche aussi dans le groupe de travail. Est-ce que tu peux citer les membres de ton groupe de travail ? Alors, je peux en citer certains. Parce que c'est aussi un des apprentissages. On en parlait juste avant. C'est qu'on est dans l'acculturation, on est dans la sensibilisation. On a des approches différentes, des objectifs qui sont peut-être différents en termes de stratégie d'entreprise.
Ce qui fait qu'en fait, on a eu pas mal d'allers-retours, on a eu des gens où on a accroché, des gens où voilà, ils se sont dit pas prêts ou pas sensibles à la même problématique. Donc parmi les membres, bon, on a des gens comme Decathlon avec qui on opère, mais qui sont aussi membres de la Chaire Bali et qui ont continué de travailler sur des sujets très spécifiques. On a des acteurs comme Promote qui sont venus, on a le groupe Mullier Fleury aussi qui est venu. Donc des acteurs complètement différents, vraiment des gens qui sont plutôt dans le milieu professionnel ou du milieu de la grande distribution ou de la mode en général. Donc voilà. Et Panchika, pour une thèse comme la tienne, je suppose qu'avoir l'idée d'un groupe de travail où tu as les retours des marques, ça nourrit ta réflexion et ça te permet d'aller plus loin dans tes travaux? Oui, complètement. Alors, nous, dans le groupe de travail que je lead, c'est donc sur la traçabilité et la transparence. On a la chance d'avoir vraiment des profils très différents, avec à la fois des filières, cuir avec Réseau Cuir, laine avec Tricolore, et aussi des marques avec donc Petit Bateau, Decathlon. Il y a aussi Eram, le groupe Board Riders, vraiment des profils et des marques très différentes à échelles diverses. Il y a aussi Résilience et Asphalt, et qui expérimentent avec des modèles vraiment très différents. Et c'est un terrain de jeu hyper intéressant d'avoir ces retours d'expérience et de pouvoir poser des questions et de partager vraiment des points de vue vraiment parfois pas du tout au même niveau d'avancée de recherche. Et donc c'est vraiment très pertinent pour une thèse action qui veut être vraiment ancrée dans le monde de l'entreprise et dans la réalité aujourd'hui. Et pour nous, en tant que chaire, ça a été le rôle des Vicente aussi, de faire un peu parler les différents groupes de travail entre eux et que ça ne reste pas des travaux isolés, mais de les faire converger dans un projet commun. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors du coup, moi, ce que je retiens notamment de tous les travaux de la chaire, moi qui assiste à tous les groupes de travail, à l'ensemble des réunions qu'il y a, c'est vraiment cet esprit de collaboration qu'il y a entre les différentes entreprises et le fait que toutes les problématiques abordées sont partagées et que les entreprises sont là pour construire aussi ensemble et s'enrichir de leurs propres expériences. Donc ça me paraît vraiment très intéressant sur tous les travaux qui sont menés. Justement, cette intelligence collective et le fait qu'il y ait le partage d'expériences et la correction de problèmes d'autres entreprises qu'on peut rencontrer. Et après, de façon plus générale, pour nous, à l'Estia, École d'ingénieurs, c'est aussi des travaux qui nous nourrissent. Déjà pour en sortir la méthode de conception circulaire, parce que quand même à l'Estia, il y a cet aspect conception qu'on ne peut pas enlever. Et en fait, derrière, tous les apprentissages qu'on a autour de la circularité, la traçabilité, viennent nourrir aussi le parcours de nos élèves ingénieurs. Et ça les enrichit vachement. Donc voilà. Merci. Et bon, je vous l'ai dit au début de notre présentation, la chaire Bali, les programmes tels qu'ils existent aujourd'hui s'arrêtent, il nous reste un peu moins de 6 mois. Et Chloé, qu'est-ce qu'on envisage pour la suite? Plein de choses. Moi, je voudrais juste compléter un peu le discours de ce qui a été dit. Quand on s'est rencontrés en 2017, la volonté que vous aviez de vous intégrer dans ce process de développement durable et de circularité, il était surtout motivé parce qu'on avait tous lu une étude de McKinsey qui demandait si le manufacturing allait revenir à la maison. Et cette étude, moi j'avais un peu du mal à y croire, elle expliquait qu'à l'échéance 2025, donc dans 2 ans maintenant, 80% des entreprises de mode qui n'auraient pas intégré la notion de développement durable et la notion de relocalisation allaient disparaître. Et en 2018, franchement, la notion de relocalisation, moi j'avais presque honte de dire on va relocaliser l'industrie de la mode. On se disait que j'étais... Voilà, mais c'était pas moi qui le disais, c'était McKinsey. Et sur la partie développement durable, ça restait encore un sujet un peu très confidentiel pour certaines modes. Aujourd'hui, on est en 2023. On voit en cascade, alors il y a aussi d'autres raisons économiques, mais il y a des entreprises qui sont en train de disparaître. Et il y a des groupes qui
avait déjà cette notion de transmission et de survie, mais en fait de transmission en 2030. Les entreprises avec lesquelles on travaille, Decathlon, le groupe Eram, Petit Bateau, c'est des entreprises qui sont des entreprises, des groupes familiaux qui sont détenus par des familles. Alors Decathlon, c'est la famille Mullier, il y a le groupe Rocher, et puis il y a la famille Bioto pour le groupe Eram, et il y a vraiment cette volonté, et puis bon, les plus petits sont détenus par les associés fondateurs, et il y a vraiment cette volonté de transmettre son entreprise, de transmettre l'activité et de perdurer. Et pour perdurer, il faut aller vers ces enjeux. Alors maintenant, vous en êtes à faire du bien aussi pour la planète, évidemment. Il y a cette prise de conscience, mais il y avait aussi cette envie de transmettre aux générations qui précèdent, des fondateurs, une entreprise viable et qui puisse fonctionner. Et le niveau de partage et d'échange que vous avez entre vous, il est fabuleux. C'est un vrai plaisir de voir les collaborations, le niveau de transparence, comment vous échangez, comment vous partagez et comment collectivement vous êtes engagé sur ces sujets-là. Donc c'était juste pour préciser. Voilà, en tout cas, moi j'ai eu la chance d'assister à tout ça. Et donc maintenant, on ne veut pas s'arrêter là. On a fait donc 2017-2020, puisqu'Une Chaire, c'est un programme qui se signe pour 3 ans. On a une première phase qui était vraiment de c'est quoi les enjeux, c'est quoi les sujets. Effectivement, il y avait quelques rapports qui pouvaient interpeller. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille, sur quoi est-ce qu'il faut qu'on aille. 2020-2023, on a fait des thèses, on a fait les groupes de travail. Donc là, on a commencé à concrétiser. Et puis, il y a eu différents POC dont on n'a pas parlé, mais vous avez aussi Groupe Eram et Bellara un POC sur la traçabilité. Il y a beaucoup de démonstrations qui ont été faites. Et maintenant, il faut qu'on passe à ces sujets à accélérer la circularité et à la rendre industrielle. Donc, il ne s'agit plus de démontrer des sujets, et c'était déjà la force de ce qu'on a fait, mais c'est comment on passe à l'étape du dessus. On ne parle plus d'éco-conception. Je pense qu'il faut qu'on parle de conception circulaire. Si dans vos entreprises, vous êtes en train de vous demander comment vous allez éco-concevoir des produits, passez déjà à l'étape d'après de comment vous allez concevoir des produits qui sont circulaires. La fabrication à la demande, c'est un vrai enjeu. Vous ne devez plus vous demander que comment concevoir le bon produit pour le consommateur. Donc on aimerait, aujourd'hui, on a 3 ans supplémentaires. Enfin, on voudrait partir pour 3 années supplémentaires. On est en cours de discussion avec les membres. Et puis on pourrait aussi s'ouvrir à d'autres acteurs pour pouvoir aller chercher l'étape d'après qui est vraiment de créer des standards pour la circularité et de la rendre industrielle. Alors parfois on nous a dit mais vous travaillez qu'avec des gros acteurs. Alors c'est vrai que on travaille avec des gros acteurs, mais parce que si à cette échelle-là on arrive à changer les choses, on va vraiment faire une bascule importante. Donc il existe évidemment plein de petits acteurs qui font les choses très bien, qui ont la chance de démarrer from scratch. Donc ils ont cette possibilité de très vite avoir des modèles soutenables, d'aller challenger des nouveaux modèles économiques. Là l'idée c'est comment on fait basculer des gros groupes industriels vers de la soutenabilité importante. Donc, et pour le faire, il faut qu'on standardise et il faut qu'on passe à l'échelle du dessus. On parle entre nous de scalabilité de l'industrie. Il faut vraiment qu'on aille chercher. Ça ne peut plus être une collection capsule, ça ne peut plus être un effet d'annonce sur des petites collections, ça doit être l'intégralité des produits et vous en mettez un certain nombre sur le marché et il me semble que vous souhaitez que demain, c'est en tout cas le programme de votre entreprise et les engagements pris par Petit Bateau et d'autres, vous souhaitez réellement que l'impact environnemental de ce que vous mettez sur le marché soit le meilleur possible. Donc on a cette ambition-là, en tout cas à Estia, école d'ingénieurs, de poursuivre les travaux et j'espère qu'elle est partagée et peut-être que vous voulez dire jusqu'où vous aussi vous voulez aller avec nous sur ces sujets-là. T'as tout dit en fait. Non, mis à part... nous, on a eu une grande phase de sensibilisation, d'acculturation. On parlait tout à l'heure, encore une fois, de bénéfices à l'éco-conception. Et je vous partageais le fait que c'est aussi un moteur interne pour les équipes, parce qu'on se rend compte que ça aligne aussi les équipes pour prendre des choix dans le bon sens aussi. Et les sujets d'éco-conception, et là, plus largement, de voir un peu plus haut, prendre de la hauteur sur les usages, sur la recyclabilité, la maîtrise de nos ressources, parce que la matière, c'est un enjeu essentiel chez nous. Constant, et puis ça sera de plus en plus de toute manière. Et là, tout ce qu'on a mis en place ces 3 dernières années, comme tu l'as dit, ce sont des preuves de concept. Notre objectif, et je le répète, c'est la soutenabilité sur le plan environnemental, sur le plan économique, parce qu'il faut pas l'omettre. Ça ne passera que par là aussi. Il y a une soutenabilité aussi au niveau économique de la mutation de nos modèles d'affaires. Et ça, il faut en être conscient. Il faut s'en prémunir dès maintenant. Donc oui, effectivement, je te comprends quand tu parles d'éco-conception et que finalement, il faut aller au-delà de ça. Il faut déjà penser effectivement à l'offre qui soit adaptée à ces nouveaux usages.
ou en tout cas aux usages, et mieux les comprendre en tout cas. Merci Gauthier. Et Amanda, qu'est-ce qu'il te reste à faire dans les mois à venir? Donc maintenant, on va continuer avec les projets de collecte de données. On va installer en fait des capteurs dans toutes les machines de l'entreprise, que ce soit de métiers de tricotage aux machines d'ennoblissement, toutes les machines en fait de la chaîne de production, pour avoir les données de production et savoir après si jamais on a un problème de qualité, d'où est-ce qu'il vient en temps réel, pour qu'on puisse agir en temps réel dans la production. Et pas juste à la fin, qui ont créé un plan d'action pour ne pas avoir ces problèmes. Non, on veut avoir l'action en temps réel. Donc c'est sur ça qu'on va continuer notre projet. On a, à part ça, des petits projets en fait, de substitution de machines qu'aujourd'hui qui est mécanique. En fait, on va mettre des machines automatiques qui vont faire des actions qui aujourd'hui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc ces machines automatiques, elles vont faire toutes seules, sans besoin d'une opératrice pour effectuer la tâche, mais juste vraiment des tâches qui n'ont pas de savoir-faire et qui n'ont pas de valeur ajoutée. Merci Amanda. Bon, Panchika, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc là, les passeports produits numériques. Et là, ta thèse arrive à la fin. Et après? Après les vacances. Et après? Après la thèse, on va continuer. Donc là, on va avoir un modèle de données pour un passeport produit numérique qui sera circulaire, qui va vraiment favoriser la circularité des produits textiles. Et après, la suite, c'est vraiment de rechercher la meilleure méthode pour l'implémenter au sein des entreprises et pour que ce soit utilisé, que ce soit standardisé, interopérable avec les systèmes déjà en place. Et comment, chez Bellara, avec ISCM, notre portail fournisseur, ça peut être un outil pour vraiment une mode plus durable qui va permettre d'avoir des nouveaux modèles économiques et qui va faire durer les produits au maximum. Voilà. Une mode vertueuse. Merci Panchika. On a deux de nos intervenants qui doivent partir. Merci Gauthier et merci Amanda pour votre participation. Et on vous libère pour prendre les transports. Et de mon côté, avant de vous laisser la parole en tant que public pour des questions ou des remarques, des commentaires, je voudrais juste finir je voudrais qu'on finisse cette table ronde par une note optimiste et positive. Certes, l'urgence climatique, elle est là. Il faut qu'on agisse vite, ensemble, de façon industrielle. Mais sachez que vous avez autour de la table une école d'ingénieurs qui a envie de faire de la recherche, de former ses étudiants pour accompagner cette transition. On a des marques qui ont la volonté d'aller plus loin, de développer des solutions. On a un cadre juridique qui accompagne cette transition, qui est une contrainte, aussi une opportunité. Donc voilà, restons optimistes et agissons ensemble, comme ça, pour une mode plus durable et plus responsable. Merci pour votre écoute et voilà, à vous les questions, remarques, commentaires. Je peux m'associer, juste chercher un mot là depuis tout à l'heure et j'ai fini par le trouver en fait, mais c'est un petit peu l'objectif des 3 prochaines années aussi, c'est de travailler sur plus de porosité. On parlait de filière, en fait on est sur des sujets de filière, on est metteur en marché, on est une brique constitutive d'un ensemble et c'est un peu ça aussi la démarche que personnellement j'aimerais qu'on arrive à mettre en place, c'est de créer cette porosité entre metteurs en marché. On n'est pas dans un monde de bisounours, hein, je vous rassure. On a des zones de concurrence. Mais c'est pas pour autant. On a des enjeux qui sont planétaires et je pense qu'on est tous OK pour se dire qu'il faut faire quelque chose. Donc là-dessus, on s'aligne. Et d'autant plus que sur des sujets de filière, il faut qu'on s'organise tous ensemble pour travailler sur plus de circularité. Donc voilà, c'était un petit peu mon mot de la fin aussi que je voulais donner. Porosité. J'ai écouté attentivement, j'ai pris quelques notes. J'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir écouter ce que vous aviez à raconter chacun sur les études et le placement que vous avez dans vos groupes de travail. Et j'ai juste une question par rapport aux consommateurs, qui est une grosse interrogation chez nous.
En fait, on se base tous en se disant que le consommateur veut absolument voir mieux, faire mieux, mais par les temps qui courent et l'inflation et la crise et les dépenses, on se dit que l'argent va quand même prendre le dessus malheureusement et que les choix vont se tourner vers de la fast fashion où les décisions, on va faire privilégier la décision prix versus la décision environnement, et on sait que de faire on va dire du made in France ou du plus responsable, ça coûte un petit peu plus cher. Donc comment est-ce qu'on fait pour marketer des produits plus responsables et quelles recherches on peut faire pour pouvoir convaincre le consommateur de suivre ce mouvement-là? Merci pour la question. Et cette situation de repli, on la vit aussi en interne sur nos processus métiers, où on pourrait justement se dire non mais il est temps de changer de cap parce que augmentation des transports, augmentation des coûts de matières premières, conservons nos marges, je le dis crûment, mais on peut la vivre aussi dans nos processus métiers. Et le tout, c'est de garder cette trajectoire et de se dire on a un objectif, on garde le cap et voilà. Donc côté métier, en fait, c'est des situations qu'on vit aussi au quotidien. Donc il n'y a pas, et même en tant que consommateur, bien également. Une des solutions, en tout cas celle qu'on tente, alors moi je vais parler vue de chez moi sur le segment de l'innovation, c'est toutes les nouvelles offres de services et d'avoir une réflexion un peu plus macroscopique. J'ai envie de dire en coup complet, mais c'est peut-être une réflexion très interne, mais en tout cas réfléchir la mise en place d'un produit sur sa durée de vie, sur la capacité à réparer le produit. Il y a aussi ces enjeux-là qu'il ne faut pas oublier, c'est que, et j'en parlais tout à l'heure d'un des exemples, du reconditionnement industriel, de travailler sur la réparation. C'est des sujets qui vont de toute façon être mis en haut de la pile, ces sujets de réparation. Comment est-ce qu'on va chercher aussi le consommateur sur ces sujets-là pour l'aider aussi à maintenir ses produits, ce qui est antagoniste avec nos activités. Et comment est-ce que nous, on arrive à concevoir des produits justement pour pérenniser aussi de l'accompagnement sur l'usage. Ça fait partie un petit peu des enjeux. Je ne dis pas que j'ai la réponse, mais en tout cas, voilà, ce sont des pistes qui nous permettent peut-être de... Voilà. Mais c'est le vrai sujet des années à venir. Et ce matin, on était en comité de pilotage de la chaire et le consommateur, il est venu au centre de nos discussions et de savoir où sont ses freins, et comment nous, on peut agir pour aller lever les différents freins qui ne lui permettent pas d'acheter ou de consommer durable. Alors après, moi, j'ai un parti pris qui est de dire, mais je pense que ce parti pris, il est parce que je travaille avec vous. Il y a quand même des acteurs, des gros, qui sont engagés pour dire il faut qu'on arrive à mettre sur le marché des produits qui sont meilleurs, mais que ça soit transparent pour le consommateur, c'est-à-dire au même tarif, au même prix que des articles dits de fast fashion. Et puis pour le consommateur, pour l'éduquer, aujourd'hui, l'enjeu, il est vraiment sur la transparence, parce qu'aujourd'hui, même quand on est... peut-être comme nous, en tout cas comme moi je suis, c'est-à-dire sensibilisée au sujet, j'ai beau aller faire du shopping, je n'ai pas d'information aujourd'hui qui me permet de faire un acte meilleur, acheter, je ne sais pas si ce produit-là il est meilleur que celui-là ou il est meilleur que celui-là. Je n'ai aujourd'hui pas d'information pour pouvoir aller acheter en âme et conscience un produit. Donc il faut qu'on donne de l'information au consommateur pour lui permettre de faire des choix, même s'il a la volonté. Et puis surtout, il faut agir pour que les coûts des articles durables soient au même coût que la fast fashion. En tout cas, pour certains facteurs. Après, il y a tous les autres également. J'ajoute juste sur la transparence, avec tout ce qui se fait autour des calculs d'ACV notamment, tout ce qui a été délivré par l'ADEME, le PEF et toutes les 11 autres méthodes qui ont été déposées. Est-ce que ça va dans un chemin clair pour le consommateur, ou est-ce que c'est encore vulgairement un gloubi-boulga qu'on va lui délivrer, dans lequel on va lui demander de trier, sachant qu'on n'est même pas, nous, en tant qu'acteurs de l'industrie textile, capables de choisir parmi les 11 méthodes déposées? Alors, si je peux répondre, donc là, l'expérimentation avec l'ADEME, le projet Xtex, donc, qui prévoit 11 projets différents d'affichage. Ça va être donc délibéré dans les prochaines semaines, si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit juste de la manière de communiquer aux consommateurs. Est-ce que ce sera une note de A à E, comme c'était prévu au départ, avec des pastilles sur fond bleu, ou est-ce que ce sera comme le Nutri-Score, une note de A à E avec du rouge et du orange, du vert, ou est-ce que ce sera autre chose? Bon.
Je pense que le consommateur, et effectivement, il va être sensible à ça, comme il peut être sensible au Nutri-Score, avec tous les pendants que ça peut avoir. Est-ce que c'est les bons indicateurs qui ont été choisis? Est-ce que c'est finalement suffisant ou pas? Moi, je pense que la réponse, si je peux apporter une réponse à votre question précédente, c'est l'alternative à la fast fashion. Aujourd'hui, c'est de produire des produits de qualité suffisante pour qu'ils durent longtemps et que si quelqu'un n'a pas les moyens de l'acheter aujourd'hui, qu'il puisse l'acheter en seconde main à un prix raisonnable et que ce produit pourra durer. Acheter un vêtement de mauvaise qualité, même à bas coût, c'est pas un bon investissement. Bon, alors les gens n'ont pas forcément toujours le choix ni les moyens d'acheter des produits en première main, fabriqués en France avec tous les labels possibles, mais on peut se dire qu'en seconde main, ça peut être déjà un peu plus accessible. Et après, pour d'autres usages, par exemple, la location peut être aussi un super moyen. Pour une occasion, acheter une robe, la payer un certain prix, alors qu'on ne la portera qu'une seule fois, ou vraiment pour un coup de cœur, pour vraiment quelques fois, c'est peut-être pas une bonne idée. La louer, ce sera peut-être une meilleure réponse, et ce sera peut-être une réponse possible à la fast fashion, en gardant un peu de fun, quoi, parce que finalement, on a aussi un peu envie de s'amuser, et peut-être que la location, c'est une bonne réponse. Du coup, j'ajoute à cette question ma dernière question, parce que vous l'avez introduite pour moi. Si on me parle d'affichage environnemental et si on me parle de la seconde main, dans les calculs qui ont été mis en place, à aucun moment la seconde main, ni la réutilisation, ni le réemploi n'est favorisé. Et ça, pour des gens comme moi, par exemple, parce que je travaille sur le réemploi, c'est un vrai sujet, parce que ça veut dire que je vais proposer à une société de travailler sur ses fins de stock, et la notation qu'elle va en obtenir sera dégradée versus un Shein qui va pouvoir obtenir une note ultra positive en travaillant que sur des produits à bas coût et dont on connaît tous l'origine et potentiellement les limites environnementales et sociales. En fait, le problème pour calculer un affichage environnemental, c'est qu'il faut faire une analyse de cycle de vie et il faut connaître l'origine et la composition de tous les composants du produit. Quand on est sur un produit qui est plus ancien que la saison dernière, hein, parce que même pour des marques, même si c'est du stock qui est en outlet, qui vient d'il y a 2 saisons, ou enfin même pas très ancien, hein, c'est des informations qui sont hyper compliquées à obtenir. Donc je vois pas comment on peut calculer une ACV de manière vraiment sérieuse sur des produits de seconde main. Donc c'est vrai que c'est pas avantageux. Après, je parle de seconde main, je mets aussi dans le paquet de seconde main tout ce qui va être matière première inutilisée. Et c'est pas un petit truc, c'est 12% de la production mondiale qui n'est pas utilisée chaque année. C'est quand même 120 milliards d'euros qui dorment dans des entrepôts. Et ça, c'est des produits sur lesquels on est censé avoir une traçabilité à minima, le tisseur, à minima, le tricoteur. Et ça, c'est des informations qui sont aujourd'hui pas tout à fait trouvable dans la plupart des cas. Si on a sur un stock dormant la composition du produit, si on l'a, normalement on l'a, si on connaît le pays de fabrication, la composition de la matière et qu'ensuite on rajoute les paramètres de fabrication du produit, normalement on peut calculer une ACV. Donc là, je ne vois pas pourquoi ce serait moins vertueux. Parce que les données sont globalement perdues et qu'il n'y a pas d'outils aujourd'hui qui permettent la traçabilité sur les achats effectués de matières premières. Alors, si c'est des stocks dormants qui ne sont pas identifiés, dont l'origine n'est pas identifiée, c'est ça dont vous parlez? Alors, on pourra en reparler parce que j'ai l'impression de faire un tête-à-tête du coup avec non. Mais ça fait enrichir, je pense, oui. Les sujets, mais globalement, la traçabilité, même sur les produits finis aujourd'hui, elle est extrêmement difficile. Les marques, et je pense que vous êtes les mieux placés pour nous le dire, aujourd'hui même les marques qui produisent, qui fabriquent, n'ont pas toujours visibilité sur leurs fournisseurs de rang plus que N-2 de ce qui se passe. Donc déjà sur un produit fini, on est censé essayer, parce qu'aujourd'hui tous les sujets sont autour de l'approvisionnement, de la fabrication, déjà c'est difficile. Donc en plus, quand à un moment donné un stock vient se perdre et n'est pas utilisé, c'est évident que c'est compliqué. Et après, il y a toute la seconde main, la revente et la fin de vie. Et après, on va aller recycler des matières, on va mettre de la matière recyclée dans les nouveaux vêtements. Et ça fait partie du volet aussi suivant
vivant de la traçabilité et qu'il faut travailler. Pour avoir des modèles soutenables, pour avoir des modèles circulaires, on a besoin de valoriser, de mettre en œuvre de la traçabilité sur tout le reste qui n'est pas le fameux linéaire qu'on connaît, je fabrique, je produis, etc., je consomme. Il faut qu'on aille chercher cette traçabilité-là. Et il y a du travail à faire et si vous voulez travailler sur ces sujets-là, bienvenue avec nous. Merci. Bonjour, moi j'avais une question donc sur la chaire Bali. Dans 6 mois, ça s'arrête, sauf si vous trouvez des nouveaux financements ou quoi? Quel est l'enjeu? Alors l'enjeu, il est c'est un programme donc, qui dure 3 ans. C'est un programme de mécénat donc, des entreprises. Et effectivement, aujourd'hui, on ressollicite les membres actuels sur une nouvelle série. Bon, on est très optimiste parce qu'on était encore en comité de pilotage ce matin. On est très optimiste sur la suite et je pense que les résultats et les avancées des années précédentes, voilà, je ne vais pas faire d'annonce, mais en tout cas, en gros, tous les membres sont prêts à poursuivre sous réserve que le programme d'activité qu'on est en train de construire d'ici juin corresponde à leurs attentes. Et comme on va écrire quelque chose dont l'objectif c'est de correspondre à leurs attentes, voilà, on devrait pouvoir poursuivre. Mais après, au-delà, et si ce programme devait s'arrêter, ou peut-être si dans 3 ans, il devait s'arrêter sous cette forme-là, à cet instant-là, de la manière dont on l'a opéré, il y a quand même d'autres livrables et d'autres choses qui font poursuivre les travaux. J'ai évoqué la création donc, de ce centre technologique qui est là pour accélérer la filière de recyclage. Ça a été un livrable, c'est un centre technologique qui permet aujourd'hui de faire des thèses, des expérimentations, donc, et qui permet d'aller plus loin sur ces sujets-là. Et peut-être que Bali, la chaire, sur les 3 prochaines années, va encore délivrer 1 ou 2 outils qui restent pour l'ensemble de l'industrie, qui sont accessibles pour l'ensemble de l'industrie, qui permettent d'aller chercher, derrière, d'aller faire d'autres expérimentations. On a réfléchi avec l'école ESMOD, Estia, d'aller créer des formations aussi de demain pour former les ingénieurs sur ces sujets-là. Si dans 3 ans, on a des promos qui sortent et des nouvelles formations qui sont créées pour que les ingénieurs ou les stylistes modélistes puissent s'emparer de ces sujets-là et viennent les dispenser dans les entreprises de l'industrie de la mode, voilà, on aura fait le job d'avoir travaillé ces sujets et de les avoir poussés. Après, voilà, la chaire Bali, donc depuis 6 ans, elle est un peu reconnue comme un think tank ou un lieu de réflexion où on vient s'interroger sur le futur. Il y a déjà des nouveaux sujets dont on est un petit peu en train de parler. Là, on est vraiment en train de vouloir finir notre cycle de circularité, d'aller industrialiser la circularité. Mais il y a d'autres sujets aussi. Voilà, dans la mode, il y a aussi tous les sujets autour de la biomasse. Il y a la mode régénérative. Il y a aussi d'autres sujets. Donc, on se laisse le droit, sur les 3 prochaines années, de commencer à pressentir d'autres sujets pour aller chercher le programme d'après. Mais encore faut-il que ce programme d'après-là, il soit très lié aux technologies. Aujourd'hui, il s'est avéré qu'on l'a abordé parce qu'on est école d'ingénieurs sur le volet technologique. On est en train, sur le consommateur, on s'est dit... il y a un peu de sciences humaines, il y a un peu d'autres, c'est l'acceptabilité du consommateur, c'est quoi les freins, c'est quoi les leviers, comment l'accompagner. Donc là, on a des discussions avec une autre école qui pourrait venir renforcer les travaux. Là, voilà, il n'y a pas la page blanche, elle est devant nous. Et si la chaire doit s'arrêter, ce ne sera pas un arrêt, c'est parce qu'on aura fait le travail qu'on avait à faire sur des sujets. Et peut-être qu'il y a une autre histoire à reconstruire derrière d'une manière différente. Bon, on a été des bons élèves, il est 17h29. Donc on vous remercie pour votre attention et voilà, on reste disponible pour continuer à échanger de façon informelle autour d'un café. Merci beaucoup.